il a germé il y a 110 ans, d'accord, il a commencé à pousser il y a 110 ans. Et vous pouvez repérer où se place votre date de naissance à vous. Ah ouais, c'est au centre. Munis d'un livret pédagogique, une cinquantaine de collégiens de Montureux-sur-Saône se sont baladés dans la forêt en cette veille de vacances scolaires. Pas n'importe quel bois, mais la forêt d'exception d'Ernay-la-Vosges qui va voir naître 3 espaces pédagogiques, dont celui-ci à Montureux pour développer le concept d'école dans la nature. C'est cool, on découvre la nature, puis ça permet d'être plus... De pas être trop court. Ouais, voilà, de ne pas travailler. On travaille pas dans la forêt? Si, mais c'est plus amusant. C'est intéressant, il faut le développer, je pense. Parce que autant c'est bien d'avoir du théorique au collège, mais du pratique dans la forêt, ça c'est essentiel, je pense. L'école dans la forêt, c'était une première pour ces jeunes qui testaient un outil pédagogique en cours d'élaboration, conçu conjointement par des agents communaux, l'ONF et l'Éducation nationale. On a découvert les races des insectes, les arbres, leurs différences, les arbres morts, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir dedans, etc. Donc ça crée vraiment du lien avec ce qu'on fait en classe. Ça remplace pas un cours en salle, mais par contre c'est carrément un plus. C'est pas non plus qu'une sortie pour aller se promener, quoi. Il y a vraiment des liens, des connaissances à apporter, des compétences développées avec de la lecture de clés de détermination, avec du repère sur le plan aussi. Situé à moins d'1 kilomètre de la forêt, le collège et l'école élémentaire de Montureux bénéficieront d'un accès privilégié à ce site en cours d'aménagement. L'utilisation de ces salles de classe et de la serre pédagogique et de l'observatoire sont transverses. Il ne s'agit pas par exemple que d'être sur la discipline SVT, mais bien d'être sur de la géographie, de la technologie, des mathématiques, des sciences. Les objectifs sont multiples, permettre au public de découvrir le territoire et ses richesses. Un tiers des métiers du secteur sont liés à la forêt. Donc l'idée c'est de retisser le lien entre le grand public et la forêt, de comprendre, c'est un lieu de loisir, mais c'est aussi un lieu de production de bois, c'est aussi un lieu de préservation de l'environnement. Donc en fait, comprendre toutes ces activités, je pense que c'est important. L'idée est que ce lieu profite à un maximum de structures scolaires, mais aussi à des associations d'éducation à l'environnement, à des associations du territoire et d'un très large territoire, parce qu'on pense au territoire avant tout forêt d'exception, mais aussi on est tout près de la Haute-Saône, de la Haute-Marne. Les travaux devraient être finalisés à l'automne avec un cheminement balisé, un espace pédagogique qui cherche encore un nom et qui aura coûté 280 000 €. Des parcours similaires mais axés sur d'autres thématiques verront le jour à Certigny et la Vosges-les-Bains. 15 ans après, David et Damien s'en souviennent encore. Ils étaient à bord du premier engin de secours arrivé sur l'incendie de la médiathèque dans la nuit du 1er au 2 juillet 2009. L'alarme incendie de la médiathèque s'est enclenchée peu après minuit. Là, il y a Damien, mon collègue, et moi je suis juste à côté. Oh Damien, la tête Regarde, de jeune. là. Ah, t'as vieilli aussi, toi. 15 ans après, il y a peu de choses qui ont changé, à part peut-être quelques cheveux blancs de toi, plus de toi que moi, non? Pareil. Sinon, on est toujours liés pareil, en dehors et sur intervention. Dépêché pour une simple alarme incendie, le feu d'origine électrique prendra rapidement de l'ampleur. Près de 100 pompiers sont mobilisés. David et Damien en font partie. Ils s'engagent dans les dédales du bâtiment jusqu'au petit matin, après une journée d'intervention chargée. Vous descendez quelques marches et vous rentrez dans une atmosphère où on ne peut pas respirer, où la chaleur elle est extrême. Toute la pièce et tout le couloir de la médiathèque était rempli de fumée en fait. C'est l'obscurité, la chaleur, les bruits et d'être deux. Le seul moyen où on a pour se repérer quand on quitte le foyer, c'est nos tuyaux. Que c'était notre 4e intervention d'affilée, c'était assez épuisant. Les deux coéquipiers se souviennent des conditions d'intervention extrêmes durant cet été caniculaire. 15 ans après, une phrase mythique circule encore dans la caserne. On était à peut-être une demi-heure d'attaque au contact du feu. Et il y a un moment, je grelottais, j'avais des frissons. Le médecin pompier à l'époque m'a interrogé, prenait comment ça allait, tout ça. J'ai dit une phrase. Quand on commence à avoir froid dans le feu, c'est qu'il faut les sortir.
Et vous avez saisi ce petit moment qui restera, je pense, gravé dans ma carrière. Cet incendie dans ce lieu si particulier reste gravé de leur mémoire et a participé à la consolidation de leur parcours professionnel. Ça reste un moment exceptionnel de ma carrière, quoi. J'ai fait métier de pompier, c'est ma vocation. Je m'entraîne tous les jours pour vivre ces interventions-là et pour sauver les vies et les biens. Un incendie amène toujours un retour d'expérience. On a entendu parler du groupe électrogène qui a réalimenté le tableau électrique. Donc il y a des coupures d'urgence qui sont installées pour éviter justement l'électrisation des pompiers. La localisation de ces arrêts d'urgence sont peut-être mieux identifiés aujourd'hui sur les plans d'intervention de l'établissement. Damien et David font partie des pompiers qui, ce soir-là, ont réussi leur mission. Aucun des 500 000 ouvrages, dont les plus précieux, n'a brûlé. La médiathèque accueillera à nouveau le public 7 mois plus tard, après un long travail de nettoyage des dépôts de suie. Une piscine, des bungalows, des jeux pour les enfants. On est bien dans un camping. Dans ce village de vacanciers, de nouvelles installations ont été mises en place, l'occasion d'attirer des nouveaux visiteurs. Cet été, nous espérons être complets. Le camping se remplit vraiment bien. À partir du 7 juillet, date des vacances scolaires, forcément, les réservations sont de plus en plus présentes. Des touristes de toute la France, mais également de Belgique et des Pays-Bas viennent savourer les avantages du camping. C'est la première fois qu'on vient ici, ouais. On habite à La Réunion, nous, et on est venu expressément parce qu'on a de la famille qui est dans le coin et on voulait un endroit un petit peu à nous, calme et paisible. Au total, ce camping dispose de 230 hébergements, mais souhaite s'agrandir d'ici quelques années en passant à 600 places. Le camping a une autre attractivité, celle de l'emploi. Ça ramène aussi beaucoup d'emplois en saisonnier, des emplois aussi permanents, parce que le camping fonctionne aussi toute l'année pour préparer les bungalows pour l'année suivante. Un autre attrait touristique vient d'ouvrir au village, une boulangerie, une ouverture saluée par le vice-président de la Fédération des boulangers de Moselle. Un grand moment pour ce beau petit village qui est resté pendant des années sans boulangerie et je pense bien que cela a dû être difficile pour les habitants et les touristes du camping. Donc on voit qu'il y a une réelle dynamique au niveau de ce territoire pour accueillir des touristes locaux, mais de façon bien plus large. Et là, on voit que celles et ceux qui mettent en avant que le tourisme en Moselle, ça marche, eh bien, on voit aujourd'hui des preuves concrètes sur le territoire. De nouveautés qui se répondent mutuellement au développement du tourisme et renforcent l'attractivité de la commune, mais également de la Moselle. Les 20 et 21 mars 1814, 120 000 soldats s'affrontent sur le pont d'Arcis-sur-Aube, puis à Torcy-le-Grand. Ce week-end, 600 reconstituteurs ont participé à la commémoration de cette bataille de l'armée française contre les coalisés. Parmi eux, certains sont venus d'Estonie, de Pologne ou de Slovénie. Tous partagent une passion commune, recréer cette période historique de manière aussi fidèle et crédible que possible. Faire de l'histoire vivante, ça permet de voyager, de se retrouver sur des Austerlitz, Leipzig. Il y a 1 mois et demi, nous étions à Madrid. Vous avez des cavaliers, vous avez des gens qui font de l'artillerie, donc qui se passionnent. Ce que vous voyez, nos uniformes, 80% de ce que je porte, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est assez familial comme univers. Hommes, femmes, grands, petits, gros, minces, etc. Tout le monde trouvera sa place. Le personnage de Napoléon a été interprété par un ancien militaire. Le temps d'un week-end, le public a pu découvrir les tenues et équipements des artilleurs, cavaliers et soldats de l'infanterie à l'occasion d'un défilé et de scènes de bataille. Pour les plus jeunes, une reconstitution en Playmobil est également présentée. Une vie derrière moi de reconstitution, parce que j'ai commencé comme légionnaire romain. J'ai fait du Deuxième Guerre mondiale. En sortant de la Deuxième Guerre mondiale, il fait, tu sais Tony, ce serait bien que tu puisses faire ça. Il y a une certaine ressemblance. Alors je me suis laissé entraîner, étant donné que j'étais militaire, et j'ai vu certaines choses. Et aujourd'hui, on peut regarder ça avec un œil, disons, très assombri, parce que c'est la mort qui est là. Un objectif premier de l'association, et là c'était le cas, c'est essayer de s'adresser aux scolaires. Faire passer justement l'histoire de Napoléon à Arcis, et qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi. Selon le maire de la commune, Arcis-sur-Aube possède des atouts historiques tels que Napoléon, Danton et les routes de la Craie et de Rachy. À ce titre, la commune prévoit de candidater pour être reconnue comme ville impériale
et ville d'Europe. Parce que Arcis est connu dans toute l'Europe. Il y a une rue Arcis à Munich, il y a Arcis, la bataille d'Arcis qui est sur le monument aux morts du soldat inconnu de Varsovie. Il y a Arcis qui est au sud d'Odessa en Ukraine, le lien d'amitié avec Bastogne. Donc vraiment Arcis, le nord de l'Aube, a une volonté qu'on voie un petit peu, qu'elle soit plus visible. Et il fallait marquer un événement pour marquer ce départ. La commune a pour objectif d'installer une stèle franco-polonaise pour commémorer de façon permanente cette bataille. Oh, bonjour Télévosges, c'est TV Vosges? C'est Vosges Télévision, oui. Ah ouais, je connais. Je suis souvent devant TV Vosges. À quoi pensez-vous, M. Boulevard? À la prise, à ce que je vais devoir faire. C'est jamais facile, c'est un métier extrêmement dur. Ce n'est pas toujours facile la vie d'un acteur, surtout lorsque notre équipe de télévision se greffe sur un tournage de long métrage, comme c'était le cas ce lundi au château de Villers, à Nosoncourt, à l'ouest de Rambervillers, avec La Bonne Étoile, 4e film de l'acteur et réalisateur Pascal Elbé. Une comédie dramatique pleine d'émotions avec à l'affiche notamment Zabou Breitman, Benoît Poelvoorde et Audrey Lamy, à qui on a demandé de nous faire un petit résumé. Benoît Poelvoorde qui déserte la guerre, on est en Seconde Guerre mondiale, il déserte la guerre parce qu'il a trop peur, parce qu'il est lâche. Et il se dit, tiens, j'ai une idée, si on se faisait passer pour des juifs pendant cette guerre, parce que ces juifs vont s'en sortir et je suis sûr que ça va nous porter bonheur. C'est un très bon plan. On se dit, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. C'est très bien Zaza, maintenant fais un décrochage, tu viens vers nous, tu viens vers Chevalin. Un sujet qui ne peut que résonner avec l'actualité du moment, ne serait-ce qu'avec le titre. La Bonne Étoile en 1940, elle était difficile à trouver. Et j'allais vous dire que si on fait un saut dans le temps, elle est tout aussi difficile à trouver aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est bien de faire ce film, je pense. Sans doute une des meilleures réponses au chaos ambiant. Finalement, c'est de raconter ce genre d'histoire qui parle de mémoire, de transmission et surtout de notre histoire. Le scénario est tellement extraordinaire, c'est tellement compliqué d'aller faire une comédie, mais très très délicate, avec des moments qui sont là, on a tourné une scène, on n'est pas mort de rire, et pourtant des choses extrêmement drôles dedans. Des moments drôles, il ne pouvait en être autrement avec le comédien et humoriste belge Benoît Poelvoorde, très joueur devant la caméra. Tu ne filmes pas mon nez de trop près, toi? Parce que je vois que t'es une petite bulle. Quoi? Bon, on réessayera un peu plus tard. Ce tournage de La Bonne Étoile a débuté le 5 juin dernier, après Plombières-les-Bains et Rambervillers, et avant la Vosges-les-Bains. Cette quarantaine de techniciens, comédiens professionnels et figurants s'est donc installée dans ce château de Villers, détruit une première fois par l'artillerie française durant la Grande Guerre, reconstruit puis de nouveau gravement endommagé durant le Second Conflit mondial. Un état-major allemand y a réellement cantonné. Quoi de plus normal alors que de faire appel à des véhicules d'époque? C'est un véhicule militaire allemand, donc c'est un Volkswagen Kübelwagen, date de 1944. On l'entretient pour le mieux qu'on peut. Bon, c'est des véhicules qu'il faut surveiller de près si on veut qu'ils fonctionnent bien, donc on est régulièrement en train de s'en occuper. Voilà. Bon, allez, monsieur Poelvoorde, on la retente cette interview. Qu'avez-vous pensé de l'accueil vosgien? Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, mais tourner, je n'y avais jamais tourné, non. Et par contre, je m'y amuse bien, les gens sont très très gentils, très hospitaliers. Par contre, ça boit beaucoup ici. Non, c'est pas gênant. Non, moi ça ne m'a jamais gêné, mais je vous le dis quand même. Là maintenant je vais faire le malin, je vais aller voir la prise et faire le gars qui dit allez on y va. Bon tournage. Merci les gars. C'est vrai qu'on n'avait pas toute la journée. Le tournage dans les Vosges de La Bonne Étoile s'achèvera le 25 juillet prochain pour une sortie en salle mi-2025.